Le fait politique du moment, c'est l'émergence du néo-racialisme blanc. En 2025, nous avons assisté au retour inattendu des Blancs dans le débat public. La notion de race blanche, que l'on croyait éliminée de toute analyse depuis au moins 50 ans, a refait surface de manière spectaculaire dans les commentaires politiques. Pourquoi revient-elle maintenant et qu'apporte-t-elle au débat ? Et surtout, quel avenir pour le néo-racialisme dans le contexte politique actuel ? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord définir un peu le sujet. De quoi parle-t-on exactement ? Le racialisme est la réunion de deux idées. D'abord, l'idée qu'il est possible d'identifier des groupes de population à peu près homogènes sur le plan du patrimoine génétique et du phénotype. Ensuite, que cette dimension biologique joue un rôle non négligeable dans ce qui détermine le destin des individus. Il existe grosso modo deux types de racialisme, ou plutôt deux pôles entre lesquels évoluent la plupart des positions sur le sujet. D'un côté, un racialisme monodéterministe, et de l'autre, un racialisme pluridéterministe. Le racialisme monodéterministe fournit une explication strictement biologique des trajectoires individuelles. Il considère que la race surdétermine nos choix, nos goûts, notre vision du monde et nos comportements. Le racialisme pluridéterministe, lui, reconnaît également l'importance de la catégorie raciale, mais considère que d'autres dimensions viennent s'y ajouter pour déterminer nos trajectoires. Ainsi, par exemple, la langue, le territoire ou encore les croyances religieuses. Dans cette optique, le phénotype en lui-même est vu comme une caractéristique parmi d'autres d'une identité, elle-même formée au fil des générations par une multitude de facteurs historiques. Néanmoins, cette approche reste tout de même un racialisme parce qu'elle considère que le paramètre biologique joue un rôle non négligeable dans la constitution de l'identité. À tel point d'ailleurs que la couleur de peau sert souvent de métonymie pour désigner une réalité plus large. Ainsi, de ce point de vue, il existe par exemple une population qu'on peut appeler les Blancs, et qui comporte en réalité des caractéristiques bien plus nombreuses qu'un simple phénotype. Pour résumer, dans ce racialisme pluridéterministe, les Blancs ne seront pas simplement une couleur de peau, mais aussi une vision du monde et un ensemble de comportements à peu près similaires. Ceci étant posé, abordons maintenant le phénomène néo-racialiste en lui-même. Jusqu'à une période très récente, le racialisme restait assez marginal dans le paysage politique dit de droite ou conservateur. Le positionnement identitaire dominant n'était pas la défense de la race blanche, mais la lutte contre l'immigration. Mais cette situation est peut-être en train de changer. De jeunes influenceurs, intellectuels, militants, activistes ou tout cela à la fois, gagnent en popularité aujourd'hui sur la base de positionnements beaucoup plus radicaux que la simple lutte contre l'immigration. Selon eux, il faut réintroduire la catégorie raciale dans le débat politique et restaurer plus particulièrement la notion de race blanche. Parmi les figures les plus visibles sur les réseaux sociaux, citons par exemple Nick Fuentes aux États-Unis, Keith Woods en Irlande, Thomas Sewell en Australie ou encore Julien Rochdy en France. Tous se situent à des positions différentes entre les pôles monodéterministes et pluridéterministes du racialisme. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi la notion de race, et particulièrement de race blanche, fait-elle son retour aujourd'hui et pas il y a 10, 20 ou 50 ans ? Pour plusieurs raisons essentielles, fortement liées les unes aux autres. Premier facteur, le retour du racialisme se produit bien sûr en réaction à l'antiracisme étouffant et stérilisant de ces dernières années. À travers la censure et la cancel culture, l'idéologie antiraciste a conduit progressivement à interdire dans l'espace public tout discours utilisant la race comme catégorie d'analyse politique. Dans ce sens, le néo-racialisme est une réaction à un ordre établi privateur de liberté d'expression. Deuxième facteur, l'antiracisme depuis ses débuts est un ensemble d'accusations et de sanctions dirigées essentiellement contre les Blancs. Or, c'est bien dans cette population qu'émerge aujourd'hui le néo-racialisme. Et ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que les Blancs sont les derniers à redécouvrir l'aspect racial de leur identité. Ils ont en effet été suréduqués à l'antiracisme et, jusqu'à un passé récent, déployé des efforts immenses pour justement oublier leur dimension raciale et celle des autres. Ce n'est donc pas du tout un hasard si la réaction néo-racialiste se produit dans cette population et pas ailleurs. Un autre facteur notable de l'émergence d'un néo-racialisme blanc est la disparition progressive des médias dits de grand chemin, mainstream donc. Ce sont eux qui ont propagé cette idéologie de la haine de soi et qui ont pendant longtemps prohibé le racialisme blanc dans la sphère publique. Leur affaiblissement continu depuis une vingtaine d'années et l'émergence de médias alternatifs grâce à Internet a largement préparé le terrain pour l'expression de voix plus radicales. Enfin,
il faut noter un facteur tout simplement démographique. La raréfaction progressive et inévitable des boomers conduit à une nouvelle répartition du poids politique des idéologies. Les générations Y et Z, c'est-à-dire en gros les personnes nées à partir des années 80, arrivent désormais sur le marché des idées. En plus d'une maîtrise supérieure des outils numériques, le moins qu'on puisse dire est qu'elles n'ont pas tout à fait la même vision du monde que leurs aînés. Cet affaiblissement concomitant de l'antiracisme, du journalisme institutionnel et des générations emblématiques de ce monde d'avant a donc sans aucun doute contribué à produire des positionnements politiques comme ceux de Nick Fuentes ou Julien Rochdy. Maintenant qu'on a brossé un portrait rapide du néo-racialisme, essayons d'examiner honnêtement son potentiel politique. J'aborderai dans un instant certains écueils intellectuels et politiques de la conception racialiste. Mais avant cela, il faut reconnaître et souligner son apport principal. Et disons-le d'emblée, on aurait tort de prendre de haut le racialisme, car indépendamment des figures politiques qu'il incarne aujourd'hui, il exprime bien une intuition anthropologique fondamentale. Dans notre vie quotidienne, pour fonctionner correctement, nous classons en permanence les choses et les êtres. Ce classement a pour fonction de simplifier le réel afin de nous donner la possibilité d'expliquer et d'anticiper son fonctionnement. Nous utilisons des catégories pour dire « toutes ces choses sont à peu près semblables, je les considère donc comme une seule et même entité, et je pars du principe qu'elles obéissent aux mêmes règles et, dans leur rapport aux autres choses, produisent à peu près les mêmes effets. » C'est le principe d'un stéréotype. Il résume une partie de la réalité de manière à nous permettre de l'anticiper. Si j'identifie que des choses semblables produisent souvent les mêmes effets, alors je peux prévoir que la prochaine chose du même type que je rencontrerai produira probablement des effets similaires. Par exemple, si j'observe régulièrement des nuages sombres précéder la pluie de quelques minutes, j'anticiperai la pluie la prochaine fois que je verrai des nuages sombres. Appliqué aux personnes, le stéréotype fonctionne exactement de la même manière. Nous rangeons les êtres humains dans des catégories pour nous donner la possibilité de prévoir, dans les grandes lignes, la manière dont ils vont se comporter. Nous ne demandons pas à ces stéréotypes de refléter la diversité du réel dans tous ses détails, mais de nous fournir des catégories schématiques sur lesquelles nous appuyer pour défricher la réalité et anticiper ses grandes tendances. Par exemple, si je constate une surreprésentation des opinions d'extrême gauche chez les personnes portant un anneau dans le nez, j'anticiperai un gauchisme exacerbé à la prochaine vision d'un anneau dans le nez. C'est un stéréotype, il n'est pas parfait, mais il permet de simplifier la vie en dégageant une grande tendance. Et nous faisons la même chose à propos des races. Par définition, le phénotype est l'un des aspects les plus visibles des personnes que nous croisons. Les catégories raciales stéréotypiques que nous produisons constituent donc un réflexe absolument naturel que nous partageons tous. Par schématisation, nous associons un ensemble de comportements à une couleur de peau dans l'objectif purement pragmatique de prévoir la réalité et d'optimiser notre trajectoire en conséquence. Or, depuis au moins 50 ans, l'idéologie antiraciste mène un combat politique et médiatique pour étouffer cette universalité du réflexe de catégorisation raciale. Selon les antiracistes, anticiper des comportements en fonction du phénotype des individus n'est pas un réflexe normal et naturel, mais le reflet de la haine. Cette accusation est utilisée depuis des décennies dans l'intention politique très claire d'associer les racialistes blancs au nazisme et de leur ôter tout pouvoir politique. Cependant, de toute évidence, cette accusation psychologiste produit de moins en moins d'effets paralysants sur les populations blanches. Car en réinjectant sans complexe la catégorie raciale dans le débat public, le néo-racialisme est en train de mettre fin à des décennies de mensonges et de manipulations antiracistes en Occident. Pour cette seule raison, il constitue déjà un phénomène intéressant. Il réaffirme une intuition universelle dont les populations blanches avaient été privées, et, ce faisant, il contribue à démasquer un discours antiraciste de haine de soi, dont le grand public commence à peine rétrospectivement à mesurer les ravages. Maintenant que nous avons défini le sujet et souligné cette dimension positive, abordons la partie la plus intéressante de la vidéo. Procédons à une analyse critique du néo-racialisme. L'utilisation de la catégorie raciale dans l'analyse pose un certain nombre de problèmes et place l'intelligence politique face à quelques écueils. Il est essentiel de les identifier pour ne pas tomber dans la stérilité politique, voire même dans la nuisance. Premier écueil, la tentation monodéterministe. Quand on introduit dans la réflexion une catégorie destinée à expliquer une partie du monde, et quelle que soit cette catégorie, le premier des pièges à éviter est celui du monodéterminisme. Comme son nom l'indique,
celui-ci consiste à considérer que tous les phénomènes sont explicables par le même facteur. Ainsi, dans notre cas, il consisterait à penser que tous les comportements humains s'expliqueraient par l'appartenance raciale. Or, l'idée que la dimension raciale écraserait toutes les autres dimensions de la vie humaine ne résiste pas très longtemps à l'analyse. Non pas comme l'antiracisme l'affirme bêtement, parce que les races n'existeraient pas. Cette négation des différences raciales est peut-être valide d'un point de vue strictement scientifique, c'est-à-dire quand on observe la vie au microscope, mais elle n'a aucun sens sur le plan très pragmatique et stéréotypique de la vie de tous les jours. Non, si le monodéterminisme racial montre ses limites, c'est avant tout parce qu'il ignore certaines lignes de force, elles-mêmes très déterminantes et très peu liées au phénotype. Et la première des dimensions qui remettent en cause la surdétermination par la race est bien sûr celle des rapports de classe. Prenons un exemple pour illustrer cette idée. Je schématise évidemment à des fins pédagogiques. Considérons le cas de 4 personnes. Une caissière blanche, un agent de sécurité arabe, Amélie de Montchalin et Nagui. Si l'on en croit le monodéterminisme racial, les intérêts de la caissière blanche et ceux d'Amélie de Montchalin devraient converger, puisqu'elles sont de la même race. Pourtant, un minimum de sociologie suffit à comprendre qu'il existe une plus grande proximité de mode de vie, de goût, de vision du monde, de conditions objectives d'existence, et probablement de choix politiques, entre la caissière blanche et l'agent de sécurité arabe, qu'entre cette même caissière et Amélie de Montchalin. De ce point de vue, les différentes caractéristiques de la vie des uns et des autres semblent définies au moins autant par leur position sociale que par leur patrimoine biologique. Par conséquent, la caissière et l'agent de sécurité partagent un certain nombre d'intérêts politiques communs, indépendants de leur appartenance raciale. Exactement comme Amélie de Montchalin et Nagui de leur côté. Alors bien sûr, éviter l'écueil du monodéterminisme racial ne doit pas conduire à l'inverse à un monodéterminisme de classe. L'idée ici est de souligner la nécessité d'inclure toutes les dimensions humaines dans l'analyse politique. Il ne s'agit donc pas de dire que la catégorie raciale n'a aucune importance au regard des différentes déterminations sociales. Il est certain que l'agent de sécurité arabe et Nagui peuvent ressentir au premier abord une certaine affinité spontanée et inconsciente sur la simple base du phénotype. Il est même possible qu'ils partagent certains points communs en termes de vision du monde en raison de leurs origines, qui pourraient les amener par exemple à se penser des intérêts communs. Mais s'il s'agit de comprendre ce qui pèse réellement sur leur destin, il est intéressant d'imaginer ces personnes dans des situations de stress important et de se demander, en dernière instance, si une situation par exemple révolutionnaire éclatait et fragilisait l'ordre social actuel, vers qui se tournerait-elle instinctivement ? Assisterait-on à une solidarité de classe interraciale entre les Amélie de Montchalin et les Nagui de ce monde réfugiés dans des bunkers ? Ou verrait-on Amélie sur une barricade aux côtés de la caissière pour se défendre contre les non-blancs ? Au-delà de l'aspect assez grotesque de ce dernier exemple, la question reste en réalité assez ouverte, car tout est possible en fonction de la situation, et notamment en fonction du degré réel d'anomie. Dans tous les cas, il est évident que le racialisme ne peut apporter à notre compréhension du monde que dans sa version pluridéterministe, c'est-à-dire seulement s'il garde à l'esprit que la race n'explique pas tout, et que cette dimension doit être croisée avec les autres lignes de force. Passons maintenant à une analyse en termes de fonction politique. La question que nous nous posons désormais est « à quoi, ou plutôt à qui, sert le néoracialisme ?» Sa première fonction objective s'inscrit dans le prolongement de ce que nous venons de dire, et réside dans son caractère potentiellement antisocial. En réintroduisant la race comme critère possible pour identifier des groupes politiques, c'est-à-dire des groupes dans lesquels les individus poursuivent les mêmes intérêts, le néoracialisme court en effet le risque d'affaiblir mécaniquement la conscience de classe. Pour le comprendre un peu mieux, prenons le cas des Gilets jaunes. Sur le plan racial, les manifestants et la classe au pouvoir partageaient beaucoup de points communs. Sur le plan social, à peu près aucun. Si le prolétariat blanc, qui composait l'essentiel des Gilets jaunes, avait fait du critère racial le cœur de son combat, il n'aurait pas dirigé son action vers les centres de pouvoir, mais vers les banlieues ethniques des grandes villes. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. La conscience de classe des Gilets jaunes leur a fait considérer que leur ennemi prioritaire, celui qui déterminait leur destin sur les sujets qu'ils identifiaient comme centraux, n'était pas le prolétariat ou le lumpenprolétariat immigré, mais la classe au pouvoir. Leur lutte était donc verticale, tandis que la racialisation de leurs revendications les aurait conduits à une lutte plus horizontale. Ont-ils obtenu des résultats ? C'est une autre question. L'idée à retenir ici est que la racialisation des luttes
menace directement la conscience de classe et donc certaines capacités d'action politique. Par conséquent, il existe une possibilité directe et évidente de promotion du néo-racialisme pour justement briser les luttes politiques basées sur la conscience de classe. Cette réalité n'invalide pas en soi le racialisme, mais elle doit inviter une fois de plus à s'éloigner de sa version monodéterministe qui le fait tomber directement dans ce piège antisocial. Deuxième fonction politique possible du néo-racialisme, la dédiabolisation conditionnelle du camp national. C'est le point le plus critique, et il est crucial de le comprendre pour saisir ce qui se joue en ce moment. Dans un élan d'optimisme, nous pourrions déduire de l'affaiblissement de l'antiracisme que le verrou médiatique qui a étouffé les voix identitaires, nationalistes ou patriotes depuis les années 80 a enfin sauté. Puisque les accusations de racisme ne fonctionnent plus vraiment, puisque l'opposition à l'immigration est presque devenue mainstream aujourd'hui, puisque des personnalités jadis porte-parole de l'antiracisme se mettent elles-mêmes à fustiger l'immigration de masse, on pense par exemple à Julien Drey, nous pourrions nous dire un peu naïvement que plus rien n'empêche désormais le camp national de reprendre le pouvoir dans un futur proche. Mais les choses sont un peu plus compliquées que ça. Car penser cela, ce serait ignorer la nature et la fonction réelle de la diabolisation. Et pour comprendre de quoi est faite cette diabolisation, il suffit de se remémorer celle qui a frappé Jean-Marie Le Pen pendant sa carrière. Les condamnations médiatiques et politiques visant Le Pen, pour l'essentiel, ne provenaient pas de ses propos anti-immigrationnistes, identitaires ou même racialistes. Non, la foudre s'est abattue sur lui à plusieurs reprises lorsqu'il a parlé un peu trop librement d'un sujet précis, celui des Juifs dans la Seconde Guerre mondiale. Et de cela, il faut tirer un enseignement. En dernière instance, la partie de l'œuvre politique de Jean-Marie Le Pen qui lui a valu un tir de barrage médiatique infranchissable et l'a écarté du pouvoir, n'était pas sa lutte contre l'immigration, mais ses propos sur les Juifs. Comprendre cette nuance dans la diabolisation du camp national est essentiel pour distinguer les différents avenirs possibles du néo-racialisme. Pour toutes les raisons que nous avons évoquées au début de la vidéo, il existe désormais une forte demande pour un racialisme conservateur décomplexé. Ceux qui souhaitent se maintenir ou accéder au pouvoir politique ont donc un intérêt direct à se déplacer avec le sens du vent et à droitiser leur discours, si possible en intégrant cette dimension néo-racialiste très porteuse. Néanmoins, cette translation ne peut pas avoir pour conséquence de remettre réellement en cause l'ordre établi, sans quoi elle produirait l'effet inverse de celui escompté. Ce qui se profile est donc probablement une dédiabolisation partielle du racialisme, et surtout une dédiabolisation conditionnelle. Il est fort probable en effet qu'un certain racialisme devienne médiatiquement acceptable si, dans le même temps, il embarque des positions compatibles avec le cœur nucléaire de l'idéologie dominante, celui-là même qui a posé tant de problèmes à Jean-Marie Le Pen. Pour le dire simplement et directement, le néo-racialisme ne pourra probablement connaître un essor médiatique et politique durable qu'à la condition de rester israélo-compatible et judéophile. A l'inverse, ceux qui adopteront des positions racialistes sans pour autant se plier à cette condition continueront probablement de subir une diabolisation sans faille et une pluie de mesures répressives. Concrètement, il est probable qu'un Julien Rochdy connaisse dans les prochaines années une certaine ascension médiatique et que, de l'autre côté de l'Atlantique, Nick Fuentes subisse tôt ou tard des mesures radicales qui l'empêcheront de s'exprimer. Alors que retenir de tout cela ? Eh bien que les néo-racialistes sont un peu à la croisée des chemins. Deux routes s'ouvrent devant eux. La dédiabolisation ou la radicalité. Le succès sous condition ou les persécutions. On aurait tort en tout cas de balayer cette tendance d'un revers de la main. La reconfiguration rapide du paysage politique aux États-Unis, où le néo-racialisme explose actuellement dans la jeunesse, peut tout à fait nourrir l'émergence d'un phénomène similaire en Europe. Bien sûr, rien de tout cela n'est encore fait, et les positions des uns et des autres peuvent aussi être amenées à bouger en fonction du contexte politique et des pressions qui s'exerceront sur eux. Gageons que les néo-racialistes sauront manœuvrer dans le complexe politico-médiatique pour s'en sortir moralement par le haut. C'était le fait politique du moment. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Avant de conclure, un mot très rapide sur les plateformes sur lesquelles vous pouvez suivre mon travail. Je vais mettre à disposition la version écrite de cette vidéo sur Substack. Je publie aussi des articles sur Substack de temps en temps, donc n'hésitez pas à vous abonner au passage, je mettrai le lien dans la description. Et YouTube étant ce qu'il est, il existe aussi une possibilité non négligeable que la chaîne saute un jour, et je vais donc la dédoubler avec son équivalent sur Rumble et sur Odyssey.
Je mettrai les liens dans la description également s'ils sont disponibles. Et enfin, j'ai un compte sur X que vous pouvez suivre pour ne pas rater les dernières nouvelles. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui de la visibilité en la partageant. C'est le début de la chaîne, donc j'ai besoin de tous les soutiens. Et comme toujours, le désaccord argumenté est le bienvenu en commentaire. À bientôt.